Alors, je vous présente que des gens, a priori, avec certitude de talent, qui n'ont comme ambition que de faire avancer le pays. Ça vous met la pression déjà. Je crois, s'il y a des gens qui veulent le faire reculer. Mais c'était important, puisque moi, on m'avait sollicité, notamment pour une rencontre, le fait de montrer tout de suite, au-delà de ce que moi je suis, des gens qui ont comme ambition de faire changer le pays dans le bon sens et des talents. Et il est important à chaque fois de ramener ce qui se fait de mieux en banlieue, parce qu'il y a plus de gens qui font du bien que du mal, malheureusement. Et c'est ceux dont on parle le moins. Donc j'ai amené ce petit panel de gens qui ne sont pas des électeurs acquis, je le dis à nos amis journalistes, rien n'est facile. Mais au-delà de ça, c'était important de croiser des destins et qui, j'espère, vont nourrir votre réflexion sur la question d'une France unie et pas forcément une France des banlieusards et une France qui serait en opposition avec celle-ci. Donc juste des rencontres avec des Français dits normaux. Donc voilà, je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Moi, c'est Olivia, membre de l'Association des jeunes Chinois de France. Je suis consultante en entreprise auprès de la communauté chinoise essentiellement. J'ai eu un master en langue à Nanterre Université. Et j'ai ensuite fait une spécialisation en journalisme. Et à côté, je faisais un petit boulot, comme on dit, dans des restaurants. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'aide administrative et juridique pour lancer une entreprise auprès de la communauté chinoise. Donc je me suis un petit peu réorientée là-dedans. Et donc vous accompagnez les entreprises en fait qui veulent se développer, qui veulent... Et Olivia a l'humilité qu'on lui connaît, a notamment fait un rassemblement qui a beaucoup fait parler l'année dernière, Place de la République, avec pas moins de 50 000 personnes, lorsqu'une personne d'origine asiatique a été malheureusement victime d'une attaque et qui a entraîné son décès. Et on se souvient de cette opération qui avait montré que la communauté asiatique voulait qu'on la respecte comme les autres communautés. Je suis Walid Atroubi, je suis directeur adjoint d'un cabinet de recrutement. Avant d'avoir fait ça, j'ai fait un master en finance à la Sorbonne. Je suis un pur produit de la République parce que du coup j'ai été boursier pendant 5 ans. Donc je tiens à le souligner parce que pour moi c'est important de le dire, parce que sans cette bourse ça aurait été extrêmement compliqué de pouvoir avoir un parcours. J'ai commencé comme consultant en recrutement en finance dans le cabinet actuel où je suis, et j'ai eu la possibilité en 10 ans de devenir le directeur adjoint. De connaître réellement les problématiques et de l'emploi concrètes et également de l'éducation et des formations aujourd'hui qu'on donne aux jeunes et aux personnes qui sortent de l'école, que ce soit les filières généralistes ou techniques. Et j'aimerais qu'on revienne après sur la partie technique si on a l'occasion de le faire. Et je tiens à remercier aussi Yacine d'avoir organisé cette rencontre avec vous. Je tiens à vous remercier également parce que je pense que le calendrier il doit avoir beaucoup de choses à faire en ce moment. Oui, mais c'est important. Je vous remercie, j'avais à cœur en tout cas d'y participer, donc merci pour le temps que vous allez nous accorder. Bonjour Monsieur Macron. Alors, je me présente, je m'appelle Anina Chouchou, je suis née en Roumanie dans une famille rome. Et aujourd'hui je suis citoyenne française et élève avocate, et je suis fière de mon identité multiple. Mon père était un comptable en Roumanie, ma mère infirmière, mais on leur a refusé le droit de vivre dignement dans leur pays parce qu'ils sont roms. Ils ont dû quitter leur pays, et si l'immigration n'était pas un choix, la France l'était. Parce qu'ils sont intimement convaincus qu'en France, on peut réussir par son mérite et non par sa naissance. Mais en France, nous avons connu les bidonvilles, nous avons connu la boue, nous avons connu la menace des rats, la hantise des expulsions. Nous avons dû parce que nous avions été forcés, sans autre choix, obligés de nous humilier, à tendre la main pour survivre. Nous avons connu le mépris, la honte. Le mépris et la honte que vivent encore aujourd'hui en France 17 500 personnes perçues comme roms et qui vivent dans les mêmes conditions inhumaines. Mais grâce aux efforts de mes parents, grâce à leurs sacrifices et à une bataille de longue haleine, nous avons réussi à avoir accès à des conditions dignes et enfin, moi et mes sœurs, aller à l'école. J'imagine que vous comprendrez que les efforts que j'ai dû fournir pour réussir un parcours universitaire
d'excellence ont été immensément plus grands que ceux de mes camarades bien nés. Et cette histoire, je l'ai racontée dans un livre que j'aimerais vous offrir. Et j'espère que vous prendrez le temps de lire intimement la dédicace que j'ai mis beaucoup de cœur à vous écrire. Si je suis là en face de vous, Monsieur Macron, c'est parce que l'école m'a sorti de la boue des bidonvilles. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler des milliers d'enfants qui aujourd'hui n'ont pas eu ma chance. De ces 7500 enfants qui aujourd'hui sont privés d'école parce qu'ils sont roms, pauvres et parce qu'ils vivent en bidonville. Et c'est de cette situation intolérable que le défenseur des droits a alerté le président de la République le 20 novembre dernier lors de la Journée internationale des droits de l'enfant. Dans son rapport, il a dénoncé le refus systématique des communes d'inscrire les enfants à l'école lorsque leurs parents le demandent, au prétexte qu'ils vivent dans un bidonville. Dans ce rapport, il pointe du doigt que seulement 12% des enfants vivant en bidonville en Île-de-France sont scolarisés. Et tant que ces enfants ne sont pas à l'école, la République les voue à devenir des mendiants ou des délinquants. Et c'est pour leur avenir que je vous demande, Monsieur Macron, vous qui vous êtes engagé à mettre au cœur de votre projet l'école pour réduire les inégalités sociales, je vous demande si vous incluez les enfants des bidonvilles dans votre projet. Je vous demande si vous êtes au courant de leur sort. Et surtout, je suis là pour vous demander si vous souhaitez vous engager à venir rencontrer ces enfants et leurs parents et à entendre nos propositions et à mesurer le sort de leur injustice qui leur est faite. Merci. Merci Annie. Moi c'est Mohamed Djili, pareil je suis issu de Sevran en Seine-Saint-Denis, je suis né à Villepinte à peu près à 2 km d'où je vis actuellement. Moi je suis investisseur en capital risque pour un fonds d'investissement parisien, je suis associatif depuis 8 ans, on a travaillé beaucoup sur l'éducation, je veux dire de quelle manière, et aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat innovant, les startups innovantes du digital et du numérique. Ma démarche elle était 2 fois la même. Pour l'éducation c'est de recréer un écosystème qui donne envie aux gens, c'est-à-dire qui donne... que les gens me disent mais dans Seine-Saint-Denis ils n'ont pas d'idées les gens, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'il ait des idées, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse de son idée? S'il n'a pas de visibilité, s'il sait rien. Donc ce que j'ai voulu faire c'est mixer la pédagogie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un investisseur, pourquoi il investit, qu'est-ce que c'est ses critères, etc. Ramener un peu tout l'écosystème parisien. Il y avait Station F, l'accélérateur de Xavier Niel, il y avait 4-5 investisseurs parisiens représentés. On a fait tout cet écosystème, on a screené la Seine-Saint-Denis, la première saison c'était la Seine-Saint-Denis, pour trouver les start-upers. Nos partenaires avant qui étaient le ministère de l'économie, avec la French Tech, la préfète à l'égalité des chances, Fadela Benrabia et le maire de Sevran, nous ont dit ok nous votre idée elle est géniale, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des startups en Seine-Saint-Denis? Moi je ne pouvais pas laisser dire ça, je dis bien sûr qu'il y en a, et du coup on a eu quand même assez les chocottes. Quand on a commencé à les chercher en 10 jours, on a réussi à en trouver 10, et pas n'importe lesquels, de bonne qualité, éligibles. On les a formés chez un autre partenaire de Family qui est un accélérateur, et on les a fait monter sur scène, les 4 lauréats, le 2, ils ont fait leur show, et puis ça continue d'avoir des retombées aujourd'hui. Celui qui a de l'énergie, du talent, une bonne idée, qui sait exécuter, il n'a pas besoin de diplôme, pour s'il y arrive dans son garage, ça devient un Blablacar, un Critéo demain. Donc ce qu'on se dit, c'est que l'écosystème aujourd'hui, c'est 2 millions de Parisiens. Dans 18 mois, on aura installé un Startupper Academy dans chaque département et il y aura une édition chaque année parce qu'aujourd'hui on a eu 40 candidatures, mais les 300 jeunes digital natifs du public nous ont dit l'année prochaine on postule, donc l'année prochaine on aura au moins 300 candidatures et chaque année on va faire. Mesdames, voulez-vous présenter ou les présentations que ça? Parce que j'étais pas là avant, donc c'est pour ça. Vous ne voyez aucune forme de misogynie, la banlieue a déjà une mauvaise image. Sybille, je t'en prie. Donc moi je m'appelle Sybille Mansouri. Après un parcours au conservatoire de musique, littérature, etc., je me suis dit bon, comment je vais faire pour changer un peu au-delà du monde, mon monde, voilà, un petit niveau. Et donc je me suis dit peut-être que ce serait pas mal de commencer par créer quelque chose, par insuffler un peu de bonne volonté. Alors je suis allée voir mon entourage, j'ai dit bon voilà, je voudrais créer une entreprise. Et puis tout le monde m'a dit ah non, c'est pas possible, créer une entreprise c'est compliqué, tu es trop jeune, ça va être difficile. J'ai finalement réussi, donc j'ai monté une première société en spectacle. Et puis dans l'événementiel, mes clients me demandaient un traiteur sans gluten. Alors je me suis dit bon il faut créer un traiteur sans gluten. Et puis là, rebelote, pour une usine, il fallait quelques millions. Donc je suis allée voir des investisseurs qui m'ont dit ah non, pas possible.
Et puis finalement, on a monté ce traiteur qui a employé plus de 200 personnes, qui a servi à manger pas mal de monde, et notamment sur la classe politique. Et puis au-delà de ça, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien, on donne à manger français, avec des bons produits aux Français. Il faudrait peut-être essayer d'aller donner des bons produits français à l'international. Et donc on développe maintenant des accords avec l'industrie agricole pour aller proposer des farines sans gluten dans le monde entier. Donc voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, j'ai une action toute particulière avec des jeunes entrepreneurs pour les accompagner justement dans une démarche de levée de fonds, de création d'entreprise. Parce que moi, je me suis rendu compte à quel point c'était désespérant de toujours entendre « c'est pas possible, c'est compliqué, vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas expérimenté ». Et donc voilà un petit peu ma démarche aujourd'hui. Bonjour, alors, je m'appelle Bokarnian, je suis enseignant en Seine-Saint-Denis, en lycée professionnel plus particulièrement, français, histoire, géographie. Je travaille depuis quelques années maintenant avec Yacine Bellatar. J'habite la commune de Saint-Ouen, sur laquelle je suis militant associatif, et je suis par ailleurs l'un des 13 plaignants contre l'État pour contrôle aux faciès. Et je suis surtout venu vous écouter, parce que comme disait Yacine tout à l'heure, rien n'est acquis. Donc je suis venu écouter un petit peu votre programme, donc on en a déjà eu une partie dans les médias, mais de vive voix c'est encore mieux, et puis savoir ce que vous proposez pour les quartiers populaires. J'ai pas dit les banlieues, d'accord? J'ai bien dit les quartiers populaires, voilà, les gens qui sont sans le sou, qui ont des idées, qui ont du génie, mais qui n'ont pas l'habitude, comme dirait Bourdieu, qui n'ont pas les deniers, qui n'ont pas les bons réseaux, comment ils peuvent émerger. Voilà, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que vous proposez pour ces publics-là, qui sont nombreux aux France aujourd'hui. Shainez. Ok, alors moi c'est Shainez Taleb, j'ai 30 ans, je suis actuaire. Alors actuaire c'est mathématicienne dans le secteur de l'assurance. Ce qui est intéressant c'est de comprendre comment je suis devenue actuaire. J'ai fait une licence de maths et j'étais un peu perdue dans l'orientation parce qu'il faut savoir que mes grands-parents en fait ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, ils savaient ni lire ni écrire et mes parents ils ont tout juste eu le bac et moi quand je me suis retrouvée à la fac avec une licence de maths je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça? Et j'ai eu l'opportunité en fait de faire un job d'été dans une grande banque et j'ai croisé un actuaire qui m'a donné envie de poursuivre mes études en master d'actuariat. Donc j'ai fait mon master d'actuariat et puis j'ai pris le goût pour le risque et j'ai poursuivi en fait ma formation. J'ai fait un master spécialisé à l'ENA en gestion des risques. Donc je suis une grande spécialiste de la gestion des risques et tout ce qui est gestion de crise. Voilà, donc ça c'est pour le parcours académique. Mais ce qui m'a permis d'avoir un parcours comme ça, on va dire un parcours d'excellence, c'est d'avoir fait cette rencontre pendant mon job d'été un peu de façon fortuite. Parce que j'avais pas les réseaux, mon milieu n'était pas du tout du domaine pour m'expliquer qu'il existait ce métier. Je connaissais pas du tout ce métier avant en fait. Et je me suis dit, ce qui m'a sauvée c'est cette rencontre. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour que des jeunes qui me ressemblent ne soient pas confrontés aux mêmes problèmes. Donc j'ai décidé de m'investir dans une association qui œuvre pour l'égalité des chances et qui organise en fait des forums de l'orientation pour les jeunes où justement il y a des personnes comme vous et moi qui avons réussi et qui témoignent auprès des jeunes de comment on fait pour réussir. L'idée c'est de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on est issu de tel ou tel quartier ou de tel milieu qu'on ne peut pas y réussir. L'idée c'est de leur donner les codes, parce qu'ils n'ont pas cet accès à l'information, ou alors même s'ils ont accès à cette information, ils ne pensent pas que c'est pour eux, ils s'auto-censurent. Donc l'idée c'est de leur dire, voilà, si moi on a réussi, pourquoi pas vous? Et ce qui est intéressant, c'est quand je témoigne auprès de ces jeunes qui me posent beaucoup de questions de comment je suis devenue actuaire, etc. À la fin, ils viennent toujours me voir et ils me disent « mais c'est génial tout ce que vous avez fait, etc. » Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses. Mais pour eux, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter en nous et de se dire que oui, c'est possible de réussir. Et c'est ça, en fait, qui me pousse à m'engager pour ces jeunes. Et en parallèle de ça, en fait, la personne que j'avais rencontrée donc pendant ma licence en job d'été, j'étais rentrée parce que ma sœur m'avait entre guillemets pistonnée. Elle travaillait dans une grande banque et elle avait écrit « voilà, je connais Shainez, donc elle pourra faire un job d'été ». Et je me suis dit, moi, j'ai eu la chance de rentrer comme ça en job d'été. Et je me suis dit, pourquoi pas aider aussi des jeunes que je connais pas et qui n'ont pas l'opportunité de connaître des personnes qui les font rentrer. Et donc j'ai mis en place un partenariat dans l'entreprise où je travaillais, justement pour sélectionner des CV de cette association et les faire rentrer en job d'été. Donc la première année, on a fait entrer une dizaine de jeunes en job d'été, et la deuxième année, une vingtaine. Et après, ils ont fait un partenariat et ça a donné lieu à une convention, etc. Donc on se dit en fait que l'engagement, même s'il a l'air petit, et quand on en parle autour de nous, parce qu'au début, je gardais mon engagement en parallèle de mon activité professionnelle et j'ai ramené mon engagement dans l'entreprise,
Et en fait, quand j'ai ramené l'engagement en entreprise, je me suis dit peut-être que des portes vont se fermer. Et au contraire, ça m'a surpris, c'est que des portes se sont ouvertes et ça a permis justement de créer un partenariat entre l'entreprise et l'association qui était une association qui œuvre pour l'égalité des chances pour les jeunes de la 4e à la terminale. Voilà pour ma présentation. Bravo. Moi je suis clown de la République, donc forcément en marge. Si Emmanuel Macron est élu, je serai dès le lendemain dans l'opposition, malheureusement, car c'est le rôle des clowns. Je suis surtout chez moi ici, au Mureau, puisque mes parents habitent ici. Je suis très très fier en tout cas de la réussite que m'a offert les gens de banlieue, parce que c'est eux qui ont fait ma notoriété pour commencer. Et dorénavant, étant sur une radio comme Nova, je recrute chez les CSP+. Donc voilà. Ce qui est important surtout, c'est des discours que j'ai déjà tenus aux gens autour de cette table. L'appellation crée la contrainte et les limites. Si vous acceptez d'être des banlieusards, on vous regardera comme des banlieusards. Et aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. Ça sera une présidentielle de la sémantique. Ça fait 5 ans que beaucoup de gens sont traités de musulmans, alors qu'avant toute chose, ils sont français. Et que c'est d'ordre privé. Mais il ne faut pas tomber dans ces pièges-là, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut juste banaliser ce que nous sommes. Et moi, j'ai 2 mots qui sont clés dans ma vie de tous les jours. Le premier, c'est la francophonie. Nous sommes peu de choses dans un grand ensemble. L'Afrique est francophone. Beaucoup de pays dans le monde le sont, et nous sommes les leaders de fait. Et le deuxième, qui est très important, c'est le fait d'être parent. Donc je parle à des gens autour de cette table. Vous avez un devoir de transmission qui est primordial, et l'égoïsme ne veut pas faire partie de cette élection. Je ne dis pas ça parce que j'ai un candidat à côté de moi, je le dirai devant tous les autres. Mais surtout de savoir qu'on n'a pas le droit à l'échec quand on est parent. Il est très difficile de se plaindre quand on a donné la vie à quelqu'un, même si on en a envie. Et donc c'est important aussi pour vous, parce que moi, ma réussite est avérée, et j'espère qu'elle sera d'autant plus grande. Mais c'est parce que ma réussite est avérée que je la partage avec le plus grand nombre. Donc je voulais vous remercier déjà tous d'être présents, et surtout de montrer qu'a priori on sait tous parler la même langue et défendre les mêmes valeurs. Donc voilà. Tu veux dire un mot, vas-y. Oula, moi je suis plutôt là pour écouter, j'aurais pu dire à peu près la même chose parce que je me reconnais en chacun d'entre vous. Mais je dirais juste que voilà, moi ce qui est important, c'est que j'ai beaucoup rêvé de refaire le monde. Et j'ai rencontré Emmanuel qui m'a dit on va d'abord commencer par la France. Et donc ça suffit à me motiver. Mon parcours aussi atypique qu'il soit est un parcours qui peut ressembler à beaucoup de Français. Mais ce qui est important, c'est qu'il m'a donné envie d'être fier de la France et d'être à ses côtés pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et je fais vraiment appel à tous ceux qui sont en banlieue et ailleurs, qui pendant longtemps ont pensé que la chose publique et la France n'était pas pour eux, de commencer à y croire et de vraiment nous rejoindre, parce que nous avons réellement un projet pour transformer ce pays. Et la France, c'est nous. Et je le dis souvent pour finir mes réunions publiques, la France sera ce que nous en ferons. Et j'invite tout le monde à vraiment accompagner Emmanuel, parce que pour une fois, nous avons une pépite qui en est capable. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Je viendrai. Sur vous alors. Donc vous allez me dire comment on vous contacte, mais je viendrai parce que Vous allez laisser mes coordonnées dans le livre. Parfait. Et nous vous attendons alors. On va monter ça parce que je connais le sujet de nos villes, mais que j'ai vu sur la phase plus logement et relocalisation, mais on n'a pas regardé sur le sujet de l'éducation sur lequel vous m'avez sollicité, donc je viendrai. Vous pourrez vous mesurer par vous-même mais je pense la situation et vous serez bien bien premier à le faire. Donc on note votre engagement et on vous attend. Allez-y si vous avez des questions. J'ai une question. Pardon. Ça va dire, monsieur. J'ai 15 minutes d'RER. Le trajet. Quand vous avez commencé votre campagne, en tout cas, ou quand vous êtes arrivé dans ce monde-là, on a vu quelque chose de nouveau avec du punch, de la dynamique, quelqu'un qui du coup en tout cas n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux, et je pense que ça fait du bien en interne, enfin après je connais pas ce milieu-là, mais j'ai l'impression que ça aura fait du bien un peu, au vu de ce que je vois aujourd'hui, mais qui bouscule les codes. J'ai lu votre livre, j'ai lu votre programme,
Et en fait, je sens, comme vous disiez, vous avez appelé une pépite, certainement, c'est ce que vous êtes certainement, mais j'aimerais juste savoir, par rapport à ce que vous annoncez, jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et vous avez annoncé certaines réformes, et j'aimerais qu'on y revienne après, comme l'emploi franc, par exemple, ce qui me parle concrètement, l'école. J'ai moi, en tout cas, des idées où je me dis que c'est pas si compliqué que ça, en tout cas, sur le papier, à mettre en place, ça me tient à cœur. J'espère que, pareil, vous tiendrez vos engagements par rapport au fait de mêler du civil dans votre gouvernement, parce que je pense qu'il est important qu'on donne la parole à des gens qui connaissent leur domaine. Après, c'est au niveau de l'orientation. C'est en France, à partir de la 3e, les décisions qui sont prises pour diriger telle ou telle personne quelque part, elle est faite par des personnes qui ne connaissent pas le milieu de l'emploi. Sur ce sujet, vous en avez levé plusieurs en fait. Bon. C'est vrai que sur le primaire, l'école. Moi je regarde nos chiffres, nos résultats. Déjà de France entière, on a 20% des enfants qui ne savent pas lire, écrire, compter en CM2. Mais ce chiffre d'ensemble, quand on le regarde de plus près, il fait que dans les quartiers où on concentre la difficulté, qui sont en effet, que ce soit quartiers en banlieue, en zone rurale ou autre, c'est les quartiers où on a concentré les difficultés économiques et sociales, où on a concentré les familles en situation de difficulté, où on a concentré les enfants issus de l'immigration. À Calais, dans des quartiers pauvres, ce que j'ai fait, vous êtes en zone d'éducation prioritaire, il n'y a pas un enfant issu de l'immigration. Comme m'a dit la directrice de l'école, ça ne s'invente pas, elle m'a dit ici il ne reste pas parce que les gens sont trop racistes. Donc, mais il y a beaucoup de pauvreté. Bon, c'est les mêmes défis. Dans tous ces quartiers-là, c'est 60-70% des enfants qui ne savent pas bien lire, écrire, compter en CM2. Et après, ce sont ces enfants qu'on envoie dans le collège unique, ils sont paumés, et il y a un déterminisme du coup qui se crée. Donc c'est pour ça que moi, la décision que j'ai prise, l'engagement que j'ai pris, c'est de dire déjà, on remet l'évaluation chaque année au primaire, et dans les zones d'éducation prioritaire, en CP et CE1, on fait 12 élèves par classe. Parce que c'est ce qui permet, de vraiment les encadrer, de faire que quand les parents ne parlent pas bien français, les enseignants ont le temps. Ils adaptent la méthode, ce n'est pas les méthodes qu'on appelle globales qui permettent d'apprendre quand les parents ne maîtrisent pas bien le français, c'est pas vrai parce que c'est des enfants qui arrivent parfois avec 200 mots de vocabulaire. Alors que les autres enfants, même beaucoup plus. Et il y en a qui arrivent, ils savent lire, écrire, compter en CP. Bon. Donc là, c'est un travail qu'il faut beaucoup plus individualiser, c'est d'autres méthodes pédagogiques, parce qu'à 12, on peut à ce moment-là se rendre compte si le jeune lit au tableau ou pas, c'est aussi bête que ça. Une classe à 25, 26, le petit va se mettre au fond de la salle, il ne va rien dire, et comme les parents, quand une famille en difficulté, n'emmène pas chez le pédiatre avec la même fréquence ou autre, parfois il n'est pas diagnostiqué, donc en fait il a un problème d'oreille, ou il a un problème d'œil, ou il a une dyslexie ou un truc comme ça, qu'on ne sait pas diagnostiquer, qu'on verra à 15 ou 16 ans. Donc ça, il faut vraiment, ce 12 enfants par classe, moi j'y tiens, et c'est l'investissement, c'est la base. Évaluation annuelle pour que vraiment on arrive à corriger tout ça. C'est la base de la base. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est l'orientation. Ce n'est pas que les stages, mais c'est l'orientation à la fin du collège et à la fin du lycée. D'abord, il y a quelque chose qui ne concerne pas uniquement les quartiers populaires, qui vaut pour tout le pays. Vous n'avez pas parlé des enfants qui n'ont pas accès à l'école? Non, mais j'ai dit que je prenais un engagement parce que normalement c'est une obligation dans la République. Et donc c'est vraiment un cas très spécifique qui est en effet... Ça ne concerne pas seulement les enfants des bidonvilles, ça concerne aussi les enfants handicapés, les jeunes mineurs isolés. Alors, les enfants handicapés, là-dessus, là pour le coup j'ai pris un engagement sur les auxiliaires de vie scolaire, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que là la République n'est pas en rendez-vous. Après, sur les jeunes en bidonville dans certains quartiers, c'est qu'on ne va pas les chercher les parents pour pouvoir justement emmener les enfants à l'école. Ça... Je vous parle des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'école, qui font toutes les démarches pour le faire et qui se voient refuser systématiquement parce qu'ils vivent dans des bidonvilles. Parce qu'ils sont nini, ouais, je sais. Et parce que ces bidonvilles vont être expulsés. Et c'est pour ces enfants-là que je vous demande vraiment de faire en sorte que la promesse républicaine, qui est d'inclure tous les enfants et de leur offrir un avenir, qu'elle soit respectée. Et c'est sur ça que vraiment j'attends votre engagement là-dessus. Est-ce que pour qu'elle réponde vraiment à cette promesse-là, parce que c'est une honte pour la République et c'est une honte pour la France de savoir qu'elle forme depuis une vingtaine d'années des générations et des générations d'analphabètes, de personnes qui sont vouées à devenir des mendiants ou des délinquants. On est totalement d'accord. Et nous attendons votre engagement de venir rencontrer ces familles et de voir nos propositions. Après, il y a le sujet de l'orientation, mais ça je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je prends cet engagement. Après, pour moi, il y a le sujet de l'orientation. Et vous l'avez dit, il
y a valoriser les métiers, les filières techniques, les filières qui donnent lieu à de l'apprentissage et qui ont des débouchés qui en France sont vécus comme les filières d'échecs scolaires. On rentre à la maison, on dit qu'on fait un bac STT, c'est un échec. Mais or, quand on regarde les débouchés, la capacité à s'insérer, à créer son entreprise, c'est faux. Et donc là, c'est vraiment un travail culturel à faire, mais qui consiste à les valoriser, à expliquer justement comment on avance, comment ça se débloque. L'Allemagne le fait très bien, beaucoup mieux que nous. On a des filières entières qui justement ont de tels débouchés, ce qui fait qu'on a en effet 1 million d'apprentis en Allemagne, alors qu'en France, on les a beaucoup moins. Mais au-delà de ça, il y a le sujet de l'orientation en fin de 3e et tout au long pour moi du lycée, qui est au-delà du technique et du général, et la capacité à se repérer dans les études et les métiers. Et là pour moi, il faut vraiment tous les trimestres faire venir les écoles, les universités comme les métiers et les branches, pas seulement pour le stage, mais pour les travaux d'acculturation, pour des après-midi ouvertes. Parce que ce n'est pas les conseillers d'orientation qui peuvent faire ça, on le sait très bien. Et derrière, ce n'est pas non plus la technologie qui permet de le faire, c'est du lien humain. L'éducation nationale a créé APB, là, qui est un module. Moi, j'ai essayé d'aller dessus. Je ne comprends pas moi-même les formations. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que même quand on sait à peu près ce qu'on veut faire, on n'arrive pas à trouver le bon nom. C'est tellement compliqué la manière dont c'est énoncé. Mais c'est là où l'inégalité se recrée. Parce que quand les parents n'ont pas fait d'études, ou quand les parents sont dans un métier technique, ils pensent que, d'abord, ils ne savent pas conseiller leurs enfants. Et ils vont envoyer leurs enfants vers les mêmes formations qu'eux, même s'ils ont fait des meilleures études. Et donc ça crée des déterminismes. Et donc, c'est parce que vous avez eu le réflexe de dire, moi je peux faire ça, parce que vous avez sans doute rencontré des gens, c'était le très bon exemple de l'actuaire. Vous avez de la chance, vous auriez pu tomber sur Mounir ou quelqu'un d'autre, et du coup sombrer dans des métiers beaucoup plus interlopes. Bon, mais c'est les hasards de la vie. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas déterminé par sa famille, on sort. L'école permet de sortir, les associations, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est aussi la capacité à faire venir dans l'école, qui est le lieu de tous, les entreprises, les universités, les écoles d'ingénieurs, d'autres cursus, pour que les jeunes, justement, puissent savoir et se dire, voilà, ça m'intéresse, ça peut être fait pour moi, et qu'ils décident. Parce que quand on a la volonté en soi, on le fait. Et puis après, il y a en effet, une fois qu'on a fait le sujet de l'école, toute la mobilité économique et sociale, ce que vous disiez. Et vous avez évoqué la proposition d'emploi franc là, que je porte dans mon programme. C'est de se dire, on a besoin, et vous en êtes tous autour de la table, de modèles de réussite. Je dis souvent, moi je n'ai pas la solution pour les quartiers. Je ne l'ai pas. D'abord parce que je ne vais pas faire des promesses, parce que ce que demandent les quartiers, ce n'est pas des tombereaux d'argent public. Et parce que, vu qui je suis, je ne vais pas expliquer aux gens comment ils vont faire leur vie. Par contre, aider leurs voisins, leurs frères, leurs cousins, quelqu'un qu'ils connaissent à réussir et à construire un parcours, c'est quelque chose auquel ils vont pouvoir se raccrocher. Parce que c'est quelque chose à laquelle ils vont croire. Parce que ce sera un modèle et une exemplarité. Et c'est ça ce que doit faire la République. Et la République, ça marche comme ça par des tas de petites histoires qu'on construit, donc un imaginaire collectif qu'on construit. Et donc, ce qu'on doit faire, et c'est pour moi là l'exemple de France, c'est montrer, et vous en êtes l'exemple, qu'en venant des quartiers populaires, on peut réussir. Et j'ai vu trop de jeunes qui pensaient qu'on pouvait réussir qu'en étant footballeur. Ou Uber, mais qui est une première étape. Moi, j'ai jamais tapé Uber pour cette raison. Mais derrière, c'est de se dire surtout, on a un parcours. Et donc, on connaît quelqu'un qui est devenu professeur d'université, entrepreneur, cadre dans une entreprise, et donc il y a des parcours qui permettent d'y arriver. Et pour moi, il faut aider donc aux déclencheurs. Les emplois francs en font partie. L'emploi franc, ce qu'on propose, c'est de dire quand on vient d'un quartier politique de la ville et qu'on est embauché, eh ben, on a pendant 3 ans 15 000 € d'allègement de charges pour le patron. Donc le patron est aidé à embaucher. Et c'est par rapport à ce que vous disiez les uns les autres, c'est de dire la réponse en termes de politique, c'est plus d'assigner les gens à résidence, de dire ils sont de quartier, ou ils sont banlieusards, ou ils sont cela. C'est de dire je les aide à bouger s'ils le décident. Je les aide à justement avoir leur propre parcours, leur propre mobilité, et je les mets en capacité de faire. Et pour moi, ça change tout. Les amis, on va arrêter parce que déjà il y a plus de monde. Donc merci en tout cas à tous. Pour les gens autour de la table, j'espère en tout cas que vous n'êtes pas frustrés. Et oui, mais c'est pas fini pour les gens qui sont autour de la table. On va continuer, mais il y a un programme. Merci beaucoup. Non, on va se revoir. Bon courage. Ce périmètre-là
Ouais, on va se revoir. Au QG à domicile avec Yacine. Moi, je propose que, avec Mounir en particulier, Je suis là, j'ai récupéré tout. non, qu'il puisse y avoir un petit point sur le petit. Finisse la discussion sur la base des questions pour qu'on puisse répondre. Et on va refaire un petit wrap-up au QG avec tous ceux qui étaient là, se prendre une petite demi-heure additionnelle. Okay. Je suis Emmanuel Macron. Si vous partagez notre projet, partagez cette vidéo.